Merci beaucoup de l'invitation et puis on est très heureux effectivement de participer à ce panel pour favoriser des lieux de travail accueillants et inclusifs du point de vue de la prévention des atteintes à la santé mentale. Alors, notre présentation, on va essayer d'être concise en 15 minutes. En fait, est un peu un assemblage de nos différents terrains de recherche à Mélanie et à moi, tant sur le terrain juridique, puisque à la base je suis juriste, et que sur le terrain des relations industrielles, sociologie du droit, des organisations syndicales du côté de Mélanie. Pour arriver en fait ensuite à notre projet de recherche actuel qui tente de revamper justement la prévention primaire des atteintes à la santé mentale au milieu de travail et de voir un petit peu comment on peut remobiliser les acteurs du milieu de travail sur cette question-là. Et donc, c'est vrai que c'était intéressant de voir dans le cadre de la première présentation, notamment, on parlait de notions comme le capital humain versus les normes comptables qui peuvent effectivement poser certaines des techniques à mettre en place. Alors, le premier constat que je ferai, c'est sur le terrain légal, avec en fait, un déficit régulatoire. Déficit régulatoire, alors au Québec, on a la loi santé et sécurité du travail depuis 1979, qui a été en fait interprétée par l'administration au départ comme ne visant que la santé physique. Euh, donc, ce qui fait qu'on a peu avancé au terrain de la prévention. Il y avait déjà des reconnaissances de lésions professionnelles d'ordre psychologique, mais en tout cas sur le côté de la prévention. On a eu un retard à l'allumage et il a fallu attendre effectivement une décision phare en 2000 qui est venue intégrer la notion de santé mentale à la définition et au concept de santé dans la loi santé et sécurité au travail et donc inclure l'obligation de prévention à l'intérieur de l'obligation de l'employeur d'assurer des organisations du travail qui sont sécuritaires pour la santé. Cela étant, donc à partir de 2000, on se dit tout va bien, les milieux de travail doivent agir en prévention des atteintes à la santé mentale. Cela étant, on a beaucoup focalisé sur, pardon, sur le harcèlement psychologique, avec une loi phare effectivement en 2002, qui a ensuite été modifiée par le législateur, mais qui a fait en sorte que, en fait, le seul risque psychosocial qui était identifié dans la loi était ces situations de harcèlement, laissant de côté l'ensemble des autres facteurs, et notamment organisationnels, qui peuvent impacter la santé mentale des travailleurs et des travailleuses, jusqu'à la loi dernièrement de 2021, la loi modernisant le régime de santé et sécurité du travail, qui est venu poser une obligation claire au milieu de travail d'intégrer la santé psychologique dans leurs objectifs de prévention, mais également d'inclure la prévention des risques psychosociaux dans l'identification des risques en milieu professionnel. Le deuxième constat que je vais faire, c'est sur le terrain jurisprudentiel. Et là, c'est pas une étude que moi j'avais menée, mais une étude d'une collègue de l'université d'Ottawa à l'époque, qui avait fait une analyse jurisprudentielle entre 2010 et 2018 sur le retour au travail. Alors pourquoi le retour au travail? Parce que du fait justement de ce déficit législatif, on a beaucoup agi en prévention tertiaire, alors secondaire et principalement tertiaire, au moment où les personnes finalement s'absentent du milieu de travail pour un problème de santé mentale. Et dans le cadre de cette analyse jurisprudentielle, il était intéressant de voir un petit peu quels sont les moyens qu'on mobilise pour favoriser le retour au travail après une absence pour un trouble de santé mentale. Et on voit en tout cas deux constats phares. Le premier qui était finalement l'absence de tout questionnement sur la réalisation d'échanges entre les acteurs du retour au travail, et notamment entre le travailleur, l'employeur, l'organisation syndicale, le médecin, et en remettant finalement le travailleur un peu au cœur de la problématique par rapport aux besoins qui s'imposent dans le cadre de la reprise de son activité. Le deuxième constat, c'est qu'on a eu une vision très restrictive de l'obligation d'accommodement, et notamment
en se focalisant beaucoup sur des solutions à court terme et individuelles dans un schéma qui est propre à la réinsertion des personnes en situation de handicap, c'est-à-dire qu'on va beaucoup aller sur le biomédical, on va beaucoup regarder les capacités résiduelles de la personne pour aménager individuellement son environnement de travail. Et pire que ça, c'est que la jurisprudence de la Cour suprême fait en sorte que l'imprévisibilité du retour des travailleurs est une contrainte excessive. Or, on sait que les durées d'absence des personnes qui ont un trouble de santé mentale sont relativement longues, euh, et d'autant plus lorsque on n'agit pas sur les causes organisationnelles qui en ont été l'origine. L'autre constat, le troisième constat, c'est sur le terrain de la recherche. Alors, une recherche que j'avais menée dans le cadre de mon doctorat entre 2017 et 2022, qui faisait ressortir en fait un peu les bonnes pratiques. Et notamment, je m'étais inspiré des travaux de Louise Santarno et Marie-Ève Pelletier, qui disaient que finalement, il fallait travailler principalement sur le caractère professionnel de l'intervention, avec une implication forte et proactive du milieu de travail, centrée autour des causes de l'absence, et notamment lorsque les causes sont organisationnelles et professionnelles, et du traitement du trouble de santé mentale. Une personne qui reprend une activité est une personne encore en situation de vulnérabilité. Donc il faut que le milieu de travail intègre ça et participe à la reconstruction de la santé, donc il y a un volet thérapeutique dans la mesure. Et surtout, d'agir en prévention primaire. Or, c'est vrai que dans les constats que j'ai pu faire, et ça reprend un peu les constats que j'ai dit précédemment, heu, on est sur un déni, très souvent des causes professionnelles des troubles de santé mentaux. On parle beaucoup de tabous, quand on parle de santé mentale, avec des approches très individuelles, de responsabilisation personnelle, dans une approche biomédicale et finalement, comme je le disais, avec des recherches d'accommodement qui sont beaucoup centrées sur les capacités résiduelles du travailleur et de la travailleuse. Est-ce que, est-ce que vous me direz si ça fonctionne, celui-là? Très bien. Euh, donc, on a vu, on est quand même dans un environnement régulatoire qui a été déficitaire pendant un certain moment pour ce qui est de la prévention primaire des atteintes à la santé mentale. Et nonobstant ça, on a eu néanmoins des initiatives syndicalement parlant qui ont été mises en place à partir des années 80. On a d'ailleurs une des premières coordonnatrices du réseau des délégués sociaux de la Fédération des travailleurs du Québec dans la salle. Denise, je ne pouvais pas faire autrement. Et donc, que sont les délégués sociaux? En fait, ils visent une action syndicale, comme on l'inscrit ici, axée sur la défense du droit fondamental à la santé au travail, à sa préservation dans le quotidien. Il faut comprendre que les délégués sociaux ne se revendiquent pas d'agir comme des professionnels de l'aide dans les milieux de travail, mais néanmoins, on peut parler d'une action syndicale s'inscrivant avec l'idée d'une sollicitude discrète d'un travail du care, du soin à autrui dans le milieu de travail. Et donc, il joue face au déficit régulatoire législatif un rôle supplétif important qu'on pourrait qualifier d'essentiel, même encore à ce jour, en apportant un soutien minimal, en orientant les travailleurs, en faisant du référencement. Donc, il les guide pour aller chercher des ressources nécessaires, mais souvent extérieures à l'entreprise. Mais comme le mentionnait Jean-Paul, on est souvent dans une logique de prévention tertiaire. Très peu de délégués sociaux agissent en prévention primaire encore à ce jour. Et donc, dans les travaux que j'exerce à ce titre-là avec Jean-Paul et au sein du mouvement syndical, il est question justement, et avec des collègues qui sont présents en salle, de chercher des solutions qui vont cibler davantage en amont les causes liées à la survenance de ces problèmes de santé mentale au travail. Et ce qui est intéressant, et on en discutait avec des collègues européennes il y a quelque temps, c'est que nonobstant ce déficit législatif et régulatoire, il y a des initiatives justement qui sont déployées par ces acteurs qui vont bien au-delà des obligations légales en santé et sécurité au travail, ce qui est inédit. Donc, ils font office d'expérimentateurs sur un plan institutionnel et ce dont on pourra parler dans la période de questions. Je n'aurai pas le temps de développer ça, mais j'aimerais quand même simplement vous souligner
que désormais, avec la FTQ, il y a un projet qui est en cours dont fait partie Jean-Paul. Et l'idée, c'est de collectiver, de faire des capsules vidéo de formation qui va inviter l'ensemble des acteurs qui composent l'appareil syndical de la FTQ pour collectiver la prévention des atteintes à la santé mentale au travail et la postvention également, et dans une perspective de renforcer la régulation collective de ces atteintes. En d'autres termes, de mettre des mots MOTS sur des mots MAEX, donc de vraiment revenir à ce qui pose problème en amont. Souvent, ce sont les modes d'organisation du travail, la culture de gestion, les retours au travail forcés, etc. Vas-y, c'est l'Olympique. Hein? Ce matin, 15 minutes, là, c'est c'est acrobatique. Alors, On aurait besoin des légumes sociaux. alors sur le petit tableau, en fait, ce sont des mesures qui sont nées en fait de mon travail de recherche doctorale également, qui remettaient en fait, qui avait 2 objectifs: de remettre le travailleur et la travailleuse, au cœur, de la problématique du retour au travail, et d'avoir une réflexion, alors dans le cadre d'une réflexion sur la construction de la santé au travail, qui nécessite effectivement d'avoir autant un volet prévention des atteintes à la santé mentale que des actions plus ciblées au moment du retour au travail, dans un aspect de postvention, avec notamment une des mesures phares qui est l'accueil notamment du retour. Le premier jour est un des moments très importants dans le cadre du retour au travail, en tout cas dans la vulnérabilité du travailleur, et le fait de négliger le retour de la personne à son retour au travail peut avoir des conséquences importantes et notamment des causes de rechute. Alors, la réforme de 2021, finalement, elle va être une solution? Est-ce qu'elle va aider à l'objectif de sortir de la prévention tertiaire et primaire pour refocaliser finalement les attentions sur la prévention primaire? Euh, Certains le pensent, effectivement, avec l'obligation qu'aujourd'hui on a de faire un diagnostic des risques psychosociaux dans les entreprises et d'impliquer un certain nombre d'acteurs beaucoup plus larges que ceux qu'on appliquait traditionnellement dans le cadre des relations de travail, c'est-à-dire employeurs, syndicats, en faisant entrer des gens des comités santé-sécurité au Québec ou les représentants santé-sécurité également. En fait, on va ouvrir la porte du dialogue sur justement les organisations et obliger les organisations à aller diagnostiquer leurs environnements de travail et leurs organisations de travail, leur design du travail, et ce qui aura nécessairement en fait des conséquences aussi sur une meilleure gestion des retours au travail, avec, on l'espère, des solutions plus durables et adaptées à la santé des travailleurs. Donc, je vais passer cette diapositive-là pour conclure avec justement ce pourquoi on souhaitait intervenir, entre autres, aujourd'hui. Donc, l'ensemble de ces réflexions, il faut comprendre, on travaille en interdisciplinarité. Donc, Jean-Paul l'a bien dit, il est avocat, une formation en ergonomie, etc. Je suis une professeure en relations de travail spécialisée dans le renouvellement de l'action syndicale, l'action collective. Donc, en faisant converger plutôt nos terrains de recherche respectifs et sur toile de fond, cette nouvelle réforme qui impose désormais aux employeurs, il y a une obligation juridique qui pèse sur leurs épaules depuis 2021, à savoir celle de procéder à un audit. Donc, réaliser un processus d'identification, d'analyse des risques psychosociaux dans les milieux de travail et d'arriver à terme à produire un programme de prévention qui siérait à ces réalités en présence de manière à maximiser la prévention des atteintes à la santé mentale. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est comment les acteurs vont-ils réagir, les acteurs du travail vont-ils réagir et être en mesure de s'approprier pleinement cette nouvelle disposition et de faire du droit, justement, une ressource qui va leur permettre de déployer autrement une action préventive des atteintes à la santé mentale au travail et de mettre, comme je vous le disais tout à l'heure, des mots sur des mots. Donc, on a développé un protocole d'intervention dans les milieux de travail. On a déposé un projet auprès de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec et on a développé ce processus de co-construction des mécanismes, des mesures de prévention des atteintes à la santé mentale en 4 étapes. Je n'aurai pas le temps de les développer, mais ce qu'il faut comprendre, on est en phase exploratoire à l'heure actuelle dans plusieurs terrains de recherche.
L'idée maîtresse pour nous, c'est de créer un espace de réflexion constitué à la fois des représentants des employeurs, des représentants des organisations syndicales et des travailleurs eux-mêmes, parce que ce sont eux qui vivent le travail prescrit, pour les faire réfléchir ensemble sur les réalités qui posent problème dans les milieux de travail et en arriver à terme, à la suite de plusieurs contre-validations et revalidations et contre-validations, d'en arriver à terme à produire dans un mode co-construit un programme de prévention des atteintes à la santé mentale qui va être à l'image de leur réalité en milieu de travail. Donc, on ne parle plus de grille d'identification de ces risques psychosociaux, par exemple, constitués dans une perspective transversale, indifférenciée et descendante. On parle vraiment des travailleurs du milieu de travail qu'on vient outiller pour davantage rendre efficace cette nouvelle obligation qui pèse juridiquement sur le dos des acteurs. Donc, on agit vraiment comme des accompagnateurs, indépendamment de nos expertises respectives, des accompagnateurs des acteurs du travail pour qu'ils puissent vraiment tirer profit de cette nouvelle obligation et agir davantage en prévention primaire. Parce que jusqu'à présent, quel que soit le terrain qui a été sondé dans nos deux cas de figure, on voit qu'il y a soit des figures émergentes de prévention, mais qui agissent principalement du côté tertiaire, en l'occurrence des délégués sociaux, même s'il y a des délégués sociaux qui agissent un peu plus en amont et qui font aussi office d'acteurs qui prend en charge les retours au travail. Et du côté des terrains menés par Jean-Paul, on assiste aussi je vous dirais, la prévention tertiaire prend la place principale en matière de prévention. Donc voilà, on pourra répondre à vos questions. Désolée, c'est un sprint. Merci. Merci beaucoup.